Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda XLV 1000 Varadero de 2009. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, je teste de nouveau cette Varadero 1000 et ça grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse vous la présenter. Donc comme je le disais, je teste de nouveau la Varadero 1000 car si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu il y a de ça environ 5 ans le test de cette même moto, mais j'avais testé un modèle de 2007, c'était donc la génération précédente. Là on est sur un modèle de 2008-2009, donc la toute dernière génération de cette Varadero 1000 qui a ensuite été distribuée jusqu'en 2011 sans réelle évolution. Donc pour ceux qui découvriraient ce modèle, je reprécise que la Varadero 1000, il s'agit d'un gros trail routier. C'est pas une machine qui a réellement vocation à faire du chemin ou de la forêt. Au niveau de l'esthétique, ça reste très proche entre la 2007 et la 2009, bien qu'il y ait quand même pas mal de pièces qui ont changé. Le design global reste assez proche, mais quand on regarde dans le détail, il y a certains carénages, certains feux, des pièces esthétiques ou un peu techniques qui ont évolué afin de la distinguer de la génération précédente. Au niveau de la motorisation, par contre, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. On a toujours un 996 cm3. Il s'agit d'un bicylindre en V à 90 degrés, aussi appelé en L, à refroidissement liquide, alimenté par injection. Il développe toujours 95 chevaux et c'est la même base mécanique qui équipait les VTR, donc des sportives en bicylindre en V. À l'époque, c'était une motorisation qui avait clairement été conçue pour être en concurrence avec Ducati. Et la moto est toujours aussi lourde. Sur cette machine, on a un réservoir de 25 litres. Et avec le réservoir plein et les quelques accessoires qu'on a aujourd'hui sur la machine, eh bien, il faut s'attendre à 280 kg au minimum. Donc c'est vraiment une machine imposante et lourde. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est un peu accessoirisé. Vous voyez déjà que devant moi, on a une bulle fumée avec un réhausseur. On a également des barres de protection afin de sauver un peu la mécanique si jamais le poids de celle-ci vous embarque. On a aussi sur les barres des feux longue portée ainsi que des petites sacoches. Et derrière moi, on a le top case officiel vendu à l'époque pour cette moto par Honda. Au niveau technique, les deux silencieux ont été remplacés par des modèles qui ressemblent beaucoup à l'origine. Là, ce sont des pots de chez Dominator en finition chromée, très très jolie. Bon, me voilà en centre-ville et comme d'habitude, hein, c'est une machine qui est imposante, qui est intimidante pour moi. Moi, je le rappelle, je suis pas un grand gabarit, je mesure 1,70 m et monter sur cette machine, c'est déjà un peu une épreuve. La moto est haute et en plus, elle est lourde. Donc, lorsque vous avez des appuis précaires, c'est assez difficile. Néanmoins, une fois que vous êtes dessus et que la moto est en mouvement, bah, on ne ressent plus vraiment son poids. La position déjà est très très droite. On est sur une position vraiment typique de trail. Par contre, le réservoir est extrêmement large, donc on a les jambes très écartées. Le guidon est assez grand, on a un bon bras de levier et les repose-pieds sont dans une position neutre. Donc franchement, il n'y a pas de difficulté ou d'inconfort au niveau de la position. Par contre, c'est très très haut. Là, vous voyez que je m'arrête, je peux mettre un pied au sol et encore, je ne le mets pas complètement à plat. Impossible pour moi de mettre les deux pieds au sol efficacement. C'est vraiment trop grand pour moi. Me voilà dans un premier rond-point et toujours aussi surprenamment, bien que la machine soit trop grande et trop lourde pour moi, ça se manœuvre avec aisance. C'est vraiment le point fort de cette machine. Donc la position et la facilité de prise en main de la moto permet
qu'on se retourne facilement afin de vérifier les angles morts. Si nécessaire, on a aussi bien sûr les rétros d'origine, et vous voyez qu'il a été rajouté sur ces rétros des petites lentilles afin d'avoir un point de vue différent. Donc actuellement la prise d'info n'est vraiment pas un problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les échappements ont été remplacés de silencieux chromés de la marque Dominator. Ils ont une très belle finition. Le propriétaire a retiré les logos Dominator justement pour que ça fasse encore plus classe et qu'on ait l'impression que c'est d'origine. Pour l'instant, j'évolue à 70 km/h, à assez bas régime, je suis à 3000 tours. Et franchement, la sonorité est très feutrée. Il faut que j'accélère un peu plus fort pour entendre un côté rauque. Comme d'habitude, hein, je prends la sonorité à l'arrêt et je vous fais entendre tout ça. Ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Et ouais, là, lors des accélérations, la sonorité est vraiment sympa, sans être trop forte. Là, on est vraiment pile sur le bon réglage. C'est plaisant à l'oreille et ça casse pas la tête à ceux qui subiraient le bruit. Je vous en ai parlé tout à l'heure également. Devant moi, on a une bulle fumée qui est aussi rehaussée. Et franchement, pour l'instant, je n'ai absolument pas de flux d'air qui arrive sur moi. Toute la partie ici devant moi, il n'y a pas d'air. J'ai juste un tout petit filet qui arrive sur le haut de mon casque. Je suis parfaitement protégé derrière cette bulle. C'est vraiment très efficace. Maintenant, nous arrivons sur le passage à basse vitesse. Je suis en première. Bon, la machine est lourde, mais se contrôle bien parce que les pneus sont dans une taille modeste. Il n'y a pas eu d'évolution sur la taille des roues et des pneus sur cette dernière génération de Varadero 1000. On a toujours à l'avant une roue en 19 et à l'arrière une roue en 17, uniquement en 150. Ce qui peut sembler petit maintenant vu qu'on a parfois même des 125 qui sont équipés avec du 150. Bon les amis, on est comme d'habitude ici afin de tester l'accélération. Je me doute qu'il va y avoir quasiment aucune différence par rapport à celle que j'avais testée précédemment, vu que le moteur reste identique et le poids global reste également identique. Cette machine par contre a l'ABS, c'était en option à l'époque, et elle conserve aussi le système CBS. Donc on a un freinage combiné. Quand on freine de l'arrière, ça freine un peu de l'avant, et inversement si je me trompe pas. Donc en plus là on a l'ABS, donc l'anti-blocage, donc logiquement on a un freinage hyper sécurisé. Mis à part ça, hein, au niveau technique, il n'y a pas réellement d'aide, il n'y a pas de traction control ou ce genre de choses, hein, c'est une machine assez classique. Donc c'est parti. Donc je rappelle, 95 chevaux pour 290 kilos. Donc on arrive à 100 en deuxième, c'est très efficace. On entend quelques pétarades à la décélération. C'est vraiment pas mal. Bon maintenant, on va se lancer dans la partie peut-être la plus difficile pour moi sur une machine aussi haute, le demi-tour. Donc je rappelle que moi c'est impossible que je mette les deux pieds au sol. C'est vraiment le problème. Donc je maintiens la moto à peu près droite. Je fais très gaffe pour pas être embarqué par le poids. Mais de nouveau, l'angle de braquage lui semble plutôt bon. On a un rayon finalement assez court. J'arrive, vous voyez, je finis pile sur le milieu de l'autre fil. Donc sur une moto de ce gabarit, c'est vraiment bien. Faut juste réussir à toucher le sol et pas perdre l'équilibre.
Maintenant, donc on recommence l'accélération, puis on fait un test de freinage. Allez, c'est parti. Maintenant, frein arrière, ça freine à peine, frein avant. Alors le frein avant freine, mais franchement, on est tellement loin des sensations qu'on peut avoir sur les motos modernes qu'au début, on se demande vraiment si le frein fonctionne normalement. Et j'ai pas du tout ressenti le CBS. Là, je suis à faible allure, je vais freiner que de l'arrière. Ouais, c'est pas très perceptible aujourd'hui. Est-ce que le système fonctionne encore comme il devrait? J'avoue que je l'ignore. C'est toujours un peu le problème lorsqu'on teste des machines un petit peu anciennes. Donc là, ça freine correctement. C'est du matériel de chez Nissin. On a un double disque à l'avant. Mais franchement, la puissance de freinage n'est vraiment pas dingue. Et si on veut que ça qu'il y ait un peu de mordant, faut vraiment tirer fort avec le levier de frein. D'ailleurs, vous voyez que le levier de frein est réglable en écartement. Par contre, le levier d'embrayage, lui, n'est pas réglable. Bon, finalement, aujourd'hui, malgré la grisaille ambiante, sachez qu'on est en été, il fait relativement chaud. Et actuellement, donc j'ai pas d'air du tout qui arrive parce que je suis très bien protégé derrière cette bulle et je suis juste en train de cuire en fait. J'ai aussi pas mal de chaleur qui remonte le long du réservoir, donc j'ai les jambes bien tenues au chaud, j'ai tout le corps aussi très au chaud vu que j'ai pas d'air. En été, c'est un peu compliqué finalement, ça protège presque trop. Les commodos sur cette machine sont conformes à ce qu'on avait chez Honda à l'époque, c'est relativement simple. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, on a les feux de détresse, on a le klaxon, on a sur la droite beaucoup plus simple, démarreur, coupe-circuit et c'est tout. Le compteur est quasiment identique à ce qu'on avait sur la génération précédente. On retrouve toujours deux cadrans à aiguille, un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Au-dessus de ça, on a plusieurs petits écrans à cristaux liquides monochrome qui nous indiquent la conso instantanée. On a le kilométrage, l'heure. On a une jauge pour la température du liquide de refroidissement. La seule vraie différence finalement avec le précédent, ce sont les voyants qui avant étaient avec un entourage carré, maintenant c'est ovale. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire cette différence, ça n'apporte quasiment rien. Donc ici, je suis en ville à très bas régime, là j'étais à peine à 2000 tours et ça reprend tout de suite. La force vraiment de ce bicylindre en V, c'est qu'il est très souple. On n'avait pas forcément le même comportement lorsque ce moteur était implanté sur la VTR. Sur la VTR, il était beaucoup plus hargneux, dirons-nous. Mais alors ici, dans ces Varadero, le moteur est très exploitable, facile, pas surprenant. On peut l'utiliser à bas régime sans aucune difficulté. Là, je suis de nouveau sur un passage à basse vitesse, à peine à 1800 tours. Et ça reprend sans problème. Et en plus, à chaque fois, on a une jolie petite sonorité quand même avec cet échappement adaptable. Ici, je sors de l'agglomération, je suis en côte, j'accélère fort. Ça vibre un peu parce que j'étais à bas régime. Et quand on arrive à 5-6 000, on sent bien que on est dans la zone de puissance, hein, ça marche très bien. C'est pas exubérant, mais comme souvent avec Honda, c'est hyper efficace. Là, j'arrive sur un Dodane, je redescends à 30. Alors les suspensions sont assez fermes. À l'avant, vous voyez qu'on a une fourche classique, et elle n'est pas réglable. Le propriétaire me disait avoir changé les ressorts intérieurs pour qu'elle soit un petit peu plus rigoureuse. Et franchement, ça se sent, elle plonge très peu. À l'arrière, on a un amortisseur qui est réglable facilement avec une molette sur le côté. Et lui semble un tout petit peu trop mou pour quelqu'un de mon poids.
Mais de nouveau c'est réglable, hein, donc on peut corriger ça en quelques secondes. Allez, maintenant, succession de virages, voyons si on peut s'amuser un peu avec cette machine. Ouais, le moteur prend des tours, mais je trouve pas forcément ça très intéressant de monter au-delà des 6-7 000. Et le freinage, comme je le disais, c'est pour moi ce qui est peut-être le plus déstabilisant. La machine est lourde, le freinage répond, mais avec une sensation un peu à l'ancienne, faut tirer fort. Et vous savez que moi, je préfère à l'inverse, quand c'est hyper incisif, qu'au moindre millimètre, ça vous plie. Là, non, faut tirer très fort. Après, la sonorité est cool, et la moto prend quand même pas mal d'angles. Malgré son poids, de nouveau, ça s'utilise beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait croire, hein. Moi, ma seule vraie crainte lorsque je roule avec cette machine, c'est les arrêts. Parce que je sais que lorsque je mets le pied au sol, je suis vraiment avec un appui précaire. Et finalement, le problème, c'est que de nouveau, je suis tellement bien protégé que les sensations de vitesse sont un peu amoindries. Je suis obligé de vérifier en permanence ma vitesse parce que j'ai l'impression parfois de me traîner, alors qu'en fait non, je suis déjà au-delà des limites. On a aussi les pare-mains, hein, qui sont là pour vous protéger du vent. Ah, ça pétarade bien, ça c'est cool. Alors dans ce rond-point, ça se manie toujours aussi bien. Alors j'ai oublié de vous parler de la boîte de vitesse qui, comme le plus souvent chez Honda, fonctionne très bien. C'est vrai que par contre quand je redescends les rapports, parfois elle est un tout petit peu plus rugueuse, mais c'est relativement rare. Là vous voyez, je redescends, 4, 3, ça marche plutôt bien, hein. Et je réaccélère. Ouais, la boîte, donc je confirme, hein, elle est un petit peu plus rugueuse quand on redescend les rapports que lorsqu'on les monte, mais rien de vraiment pénalisant. Une partie sur l'esthétique qui a évolué sur cette dernière génération de Varadero, c'est le sabot moteur. Avant, il s'agissait d'une pièce en plastique. Aujourd'hui, ça a été remplacé donc par une pièce en métal. D'origine, elle est grise. Elle a été repeinte par le propriétaire en noir pour s'harmoniser plus avec le reste de la moto. Mais il s'agit bien de la pièce d'origine. Et de toute façon, je vois pas forcément l'intérêt d'avoir mis une pièce en métal parce que, il faut l'avouer, ce genre de machine est très rarement utilisé en dehors des routes. Alors, nous arrivons maintenant sur l'autoroute. Ça devrait être une formalité pour une moto de ce genre. On va vérifier si la protection est toujours aussi excellente à haute vitesse. Allez, on s'engage. Et on va faire un dépassement. Il n'y a personne. J'accélère un peu fort. J'accélère même à fond. Ça marche très bien. Je me mets sur le dernier rapport. Donc là, je suis à environ 110. Et j'ai très peu d'air sur moi. J'en ai un petit peu sur les bras. Très légèrement sur les genoux. Mais mis à part ça, je suis très bien protégé. On va maintenant faire une reprise. Donc je suis sur le dernier rapport. J'accélère à fond. Vous voyez que c'est efficace, hein. Il n'y a même pas besoin de redescendre d'une vitesse pour accélérer très bien. Et de nouveau, même à haute vitesse, j'ai vraiment une protection qui est excellente avec les accessoires qui ont été rajoutés. Donc clairement, cette machine, si vous voulez rouler longtemps, elle est parfaite, hein. Vous êtes très bien protégé. Elle vibre pas trop, la sonorité est plutôt cool. C'est une bonne autoroutière. Sur ce modèle, donc je vous l'ai dit en intro, l'esthétique a été un peu modifiée, donc ça concerne aussi les feux. À l'avant, il n'y a presque pas de modif, on a toujours un phare assez grand. Aujourd'hui, le propriétaire a mis des ampoules LED pour que ça éclaire encore mieux, mais il me disait que ça éclairait déjà très bien d'origine. On a les clignotants qui sont toujours intégrés dans le carénage, mais maintenant ils sont avec un plastique transparent.
Et derrière par contre le feu a changé, il est plus petit et maintenant tout est intégré dans le carénage, y compris les clignotants arrière. Franchement, plus je roule avec cette moto, plus je suis bluffé par la protection. J'ai quasiment les mêmes sensations que si j'étais sur une BMW RT. C'est un peu déstabilisant. Je n'avais pas le souvenir d'être aussi bien protégé sur l'ancienne que j'avais testée. Là, j'ai pas d'air en fait, hein. J'ai vraiment pas d'air. Hein. On va maintenant faire une dernière accélération. C'est parti! Vous le voyez, quand c'est nécessaire, ça marche vraiment très bien. Et même dans une grande courbe à assez haute vitesse, ça tremble pas, ça bronche pas, c'est hyper efficace. Après, certains, bien sûr, reprocheront toujours à cette gamme de machines d'être un petit peu avare en sensation par rapport à certaines de ses concurrentes de l'époque. Et malheureusement, je ne peux qu'être d'accord avec eux. Maintenant les amis, parlons des aspects pratiques sur cette moto. Donc vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, enlever la selle afin d'atteindre un rangement. Celui-ci est avec une forme qui permet de mettre un U assez facilement. On peut également y mettre un gilet jaune, une paire de gants. Enfin c'est pas ridicule le emplacement qu'on a en dessous de la selle. Après, vous voyez qu'aujourd'hui, on a aussi le top case officiel qui permet de mettre soit 2 casques jet, soit un casque intégral, ainsi que vos affaires de moto. Et le dernier rangement est dans le carénage avant. Et vous pouvez mettre, pareil, quelques petites affaires. C'est bien pratique. Si vous souhaitez rouler avec un passager, il n'y aura aucun problème, vu qu'en plus aujourd'hui on a le top case, ça fait office de dossier. On a des bonnes poignées de maintien à l'arrière. Je pense que la personne sera plutôt agréablement installée derrière. Et ensuite, il faut bien sûr qu'on parle de la consommation. Donc on est sur un gros bicylindre en V, ça y est réputé un peu consommateur. Aujourd'hui, heureusement, il est alimenté par injection, ce qui le rend un petit peu plus sobre. Donc le propriétaire me disait qu'avec les 25 litres, il faisait assez facilement 400 km avant de refaire le plein. Donc vous voyez que ça reste raisonnable, mais c'est sûr que des motos équivalentes modernes consommeraient encore moins. Donc finalement, au niveau technique, vous aurez compris qu'il n'y a pas réellement de révolution entre les différentes générations de cette Varadero 1000. Peu importe que vous preniez les toutes premières, la deuxième génération ou celle-ci, ça n'a qu'assez peu d'importance. La moto reste homogène et très efficace à chaque fois. Si vous désirez faire l'acquisition d'un de ces derniers modèles, donc entre 2009 et 2011, sachez que d'occasion, c'est dans le creux de la vague actuellement. C'est une machine qui a été un peu oubliée du public. Vous pouvez trouver un modèle pour environ 3000, 3500 euros. Il y a des modèles exceptionnels qui sont très récents, très peu kilométrés et très bien équipés, qui peuvent coûter jusqu'à peut-être 5 ou 6 000, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est exceptionnel. En majorité, ce sont des motos vraiment assez abordables. Au niveau de la fiabilité, comme souvent avec Honda, il n'y a pas grand chose à reprocher, mis à part les régulateurs de tension qui ont tendance à surchauffer et finir par cramer. Ça, malheureusement, ça a été sur énormément d'Honda pendant très longtemps, donc celle-ci ne fait pas exception. Vérifiez bien les régulateurs de tension. Donc je pense que vous l'aurez compris, si vous cherchez un trail routier, une machine vraiment agréable sur de longs trajets, plutôt facile à emmener malgré son gabarit, c'est plutôt une bonne machine, et surtout le tarif est correct. Je dirais que finalement, si vous êtes dans l'optique d'acheter une NT 1100 mais que vous n'avez pas les moyens, la meilleure alternative actuellement c'est peut-être cette Varadero 1000. C'est à peu près le même gabarit, à peu près les mêmes performances,
mais beaucoup moins cher. Enfin voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette dernière Varadero 1000. Là j'avoue que la chaleur fait que j'en perds un peu mes mots, bien que de nouveau la météo semble très grise. Il fait lourd aujourd'hui, hein. Ça couvre un orage. Enfin, vous l'avez compris, comme d'habitude, hein, cette machine m'a été ramenée par un de mes abonnés, donc je le remercie de nouveau. Je rappelle que c'est grâce à vous que je peux vous présenter autant de véhicules. Donc merci à lui et merci à tous ceux et celles qui me contacteront à l'avenir afin de faire continuer la chaîne. Et je rappelle bien sûr que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Donc je vous attends. Contactez-moi afin qu'on planifie le test de votre machine. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a semblé utile, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux et vérifiez que vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, remédiez à ça au plus vite, comme ça vous serez informé dès la publication du prochain test. Sachez qu'actuellement il y a environ un test moto toutes les semaines, mais il y a aussi plein d'autres contenus. Donc à bientôt, et à tous. Finalement cette machine est vraiment surprenante et vraiment sympa à utiliser, hein. C'est juste dommage que moi je n'ai pas du tout le gabarit. Je pense vraiment que si vous envisagez cette machine, il faut impérativement monter dessus à l'arrêt et aussi en roulant pour vous faire vraiment un avis. Le plus compliqué pour moi c'est vraiment de mettre les pieds au sol quand c'est nécessaire, hein. Je suis trop petit.